Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode d'Ésotérisme. Ça fait maintenant quelques mois qu'on a lancé notre podcast et à la veille d'Halloween, on voulait faire quelque chose d'un petit peu spécial et un format un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire avec nos podcasts. On vous a déjà fait rencontrer un herboriste, des astrologues, des médiums, un homme passionné de lithothérapie. Aujourd'hui, c'est une sorcière que nous avons l'honneur d'accueillir. Bonjour Léonore Sundström. Bonjour, je suis très contente d'être avec vous. Et ben, on est trop contents de t'accueillir aussi. L'ésotérisme, c'est l'ensemble des enseignements secrets réservés à des initiés. Sorcellerie, voyance, cristallothérapie, ce sont des enseignements qui évoluent, qui disparaissent, puis réapparaissent, bref, qui intriguent. Et si on essayait d'en savoir plus, de briser le cercle du secret en rencontrant les personnes qui pratiquent, les personnes qui se questionnent et qui sont prêtes à partager leur expérience, le tout autour d'une tasse de thé. Dans cet épisode, alors le but c'est d'échanger, de discuter au sujet d'Halloween avec quelqu'un qui pratique des rituels de sorcellerie. Ça prend tout de suite une autre dimension. Mais avant de commencer, Alizée va nous expliquer d'où vient cette fête et ce que ça représente vraiment. Et pour parler de ça, on va faire une petite ambiance Halloween grâce à cette superbe lumière. En fait, oui, parce qu'en fait, on s'en doute, mais Halloween, ça n'a pas toujours été des gens plus ou moins bien déguisés qui s'amusent à faire peur à d'autres dans des ruelles sombres ou des gens qui se gavent de bonbons devant un film avec des clowns meurtriers. Son origine à la base, ça remonte à plus de 2500 ans. À cette époque, les Celtes et les Gaulois célébraient la fête de Samhain, une sorte de nouvel an à eux, puisqu'il s'agissait d'accueillir la nouvelle année. Et oui, parce que on rappelle que l'année celte se terminait à la fin du mois d'octobre, lors d'une nuit de pleine lune. Le calendrier était alors lunaire et non solaire comme aujourd'hui. Elle marque un changement du rythme de vie avec un passage de la période douce à l'hiver. On en rentre les troupeaux à l'étable et la communauté est libérée des travaux agricoles. Alors cette fête, à la base, elle est plutôt joyeuse, et elle était encadrée par des druides. Elle durait 7 jours, donc 3 avant et 3 après la pleine lune, et elle était obligatoire sous peine de châtiment divin, rien que ça. Ça était plutôt sympa, parce qu'on organisait de grands buffets avec du porc, qui est censé procurer l'immortalité, et qu'on partageait l'hydromière et de la bière avec son voisin. Et c'était un peu moins sympa, parce que parfois on devait réaliser des sacrifices rituels. Et là vous vous dites, ça y est, on commence à parler de chair sanglante, à quand les fantômes ? Et dans les croyances de l'époque, une brèche entre le monde des vivants et celui des morts s'ouvre au changement d'année et les défunts deviennent alors visibles. On en profite pour chanter et mettre en place le nouveau feu. Donc par tradition, les habitants éteignaient le feu de leur cheminée puis se rassemblaient en cercle autour du feu sacré de l'autel, où le feu était lui aussi étouffé pour éviter l'intrusion d'esprits maléfiques dans le village, rien que ça. Après la cérémonie, chaque foyer recevait les braises encore chaudes pour allumer le feu et ainsi protéger sa famille tout au long de l'année. Ensuite, comme d'habitude, les chrétiens sont passés par là, et les rituels païens, ça ne leur plaisait pas trop, donc ils l'ont diabolisé et ont instauré la fête de la Toussaint à la place. Heureusement pour nous, ça ne s'arrête pas là. En 1846, les Irlandais migrent aux États-Unis pour fuir la maladie de la pomme de terre, et ils ramènent cette fête avec eux, mais aussi la légende de Jack-o'-lanterne que Lou va nous raconter maintenant. Alors Jack-o'-lanterne, c'est sûrement le personnage le plus populaire associé à Halloween. Son histoire vient d'un vieux conte irlandais. Jack aurait poursuivi le diable pendant 5 bonnes années, un personnage avare, ivrogne et égocentrique. Un soir, alors qu'il est dans une taverne, le diable lui apparaît et lui réclame son âme. Jack demande au diable de lui offrir à boire un dernier verre avant de partir pour l'enfer. Le diable accepte et se transforme en pièce de 6 pence. Mais Jack, bien sûr, la saisit et la place immédiatement dans sa bourse, cette bourse qui avait justement une serrure en forme de croix et donc qui empêche le diable de s'échapper. Finalement, Jack accepte de libérer le diable à condition qu'il lui accorde 10 ans de plus à vivre. 10 ans plus tard, rebelote, Jack fait une autre farce au diable. Cette fois, il le laisse en haut d'un arbre sur lequel il avait gravé avec son couteau une croix. Donc, encore une fois, impossible pour le diable de s'échapper et Jack lui fait promettre de ne plus le poursuivre. Quand Jack meurt, on s'en doute, l'entrée au paradis lui est refusée, et le diable refuse aussi de le laisser entrer en enfer. Jack réussit quand même à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon ardent pour éclairer son chemin dans le noir. Il place le charbon dans un navet creusé en guise de lanterne. Le pauvre Jack est condamné à errer sans but jusqu'au jour du jugement dernier. C'est là qu'il prend le nom de Jack of the Lantern. Sorry pour l'accent, Jack à la lanterne en français ou Jack aux lanternes. Et selon la légende, il réapparaît chaque année le jour de sa mort à Halloween. Pour cette fête, on garde justement cette idée du navet creusé et il est progressivement remplacé par une citrouille plus large et plus facile à sculpter, surtout
et surtout aussi plus commune en Amérique du Nord. Donc là, on voit qu'on a les défunts, les citrouilles. Alors, rajouter à ça un peu de marketing, et on obtient plus ou moins la fête d'Halloween comme on la connaît. Halloween qui vient de All Hallow Eve, donc qui signifie la veille de tous les saints. Et en fait, ça a fini aussi par arriver chez nous en France. Alors moi, je pensais que c'était quand même assez vieux, mais en fait, pas du tout. Ça a été importé dans les années 90, notamment avec la sortie d'un nouveau téléphone qui était baptisé Halloween, accompagné de ça d'une campagne de pub avec justement tout le folklore lié à Halloween. C'est vraiment terrible le capitalisme. Donc en fait, apparemment, avant les années 90-97, on ne fêtait pas Halloween en France. Mais il y a différentes façons donc de fêter cette fête. Donc des façons qui reviennent plus aux traditions. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir avec Léonore. Donc merci d'être là aujourd'hui. Et avant de se plonger vraiment dans le sujet d'Halloween, on voulait te poser quelques questions sur ta pratique à toi. Donc toi, tu te présentes comme sorcière. Et justement, qu'est-ce que tu mets sous cette appellation et qu'est-ce que tu pratiques finalement dans les faits? Alors sous l'appellation sorcière, déjà, il y a une notion d'héritage important puisque je pense que tu peux pas juste dire je suis sorcière d'un coup on te le demande le matin, c'est quelque chose qui vient d'un héritage plus ancien. Et aussi, surtout aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une forme de politique aussi. Dans l'histoire du féminisme, les sorcières, surtout l'écoféminisme maintenant, c'est encore un nouveau terme, les sorcières s'inscrivent aussi dans un symbole de lutte contre un patriarcat et une oppression contre la femme dans l'histoire des femmes tout bonnement, puisqu'en fait ça sont des archétypes qui comme tu le dis pour la façon dont on a voulu supprimer un peu Samhain aussi, gênaient les judéo-chrétiens. Donc les sorcières c'était les sages-femmes, les guérisseuses, les guérisseurs aussi, il y avait des hommes. Donc il fallait écarter tout ça. Oh, j'ai du mal à m'exprimer, je suis désolée. Il fallait écarter tout ça c'est tellement à l'opposé de Dieu, tellement à l'opposé des pratiques des catholiques et des judéo-chrétiens qu'en fait il fallait les écarter. Donc il y a quand même aussi derrière le mot sorcière un symbole important de notre histoire, de ton histoire personnelle, oui, puisque moi, c'est quelque chose qui me vient de mes arrière-grands-parents et même arrière-arrière-grands-parents en Finlande et en Russie, mais c'est aussi dans l'histoire plus large de la femme. Et puis après, en pratique, ça va passer par la connaissance des herbes, du magnétisme, des coupeurs de feu pour certains. C'est pas mon cas, ça, par contre, mais même si avec le magnétisme, je pense que peut-être si je le développe, ça viendra plus tard. Les cristaux et aussi une grosse part de créativité. La créativité, c'est un peu la base de ma pratique, c'est-à-dire en créant, j'ai la sensation que c'est le moment où je fais le plus de magie, entre guillemets, puisque en manifestant des choses par le dessin, par l'écriture, etc., j'ai la sensation que c'est la meilleure façon de réussir à créer de la magie et à faire du bien autour de moi aussi. Mais justement, ces pratiques, c'est quoi? Enfin, concrètement, tu peux nous raconter un peu ce que tu fais, ce que tu crées? Alors, ce que je crée, j'ai un grimoire de sorcellerie vraiment où vraiment de façon régulière, je vais calligraphier, dessiner, etc. toutes mes intentions pour le mois et pour les gens surtout. En fait, je suis très peu sorcière pour moi, c'est surtout pour le bien-être des entités qui m'entourent. Alors, entités au sens large, c'est-à-dire vraiment tes animaux de compagnie. Ça va vraiment de tes animaux de compagnie à tes ancêtres. C'est très large. Ton meilleur ami, tes parents, etc. Donc aussi la pratique de la danse. Danser, on a le cliché de celle qui danse les soirs de pleine lune, c'est un peu l'idée, sauf que je suis toute seule dans mon appartement avec 2 bougies, tu vois. Et aussi purifier l'espace avec les herbes. La magie, ça passe aussi un peu par la cuisine, finalement, aussi avec les mélanges de plantes, la tisane de grand-mère, c'est un peu ça aussi.
Et les cristaux, c'est-à-dire le rapport que le corps entretient avec les cristaux. Alors après, c'est moins ma spécialité. Et le rapport que les cristaux ont aussi avec l'espace qui m'entoure. En fait, l'espace qui m'entoure est très important pour moi, notamment par la danse, etc. Mais aussi, c'est-à-dire quand je fais le ménage, j'ai conscience que je purifie mon espace et donc j'en fais un espace sain aussi pour ma sorcellerie. Et après, brûler de la sauge, etc. C'est une part de mon ménage en fait quelque part. C'est quotidien en fait. Et comment tu t'es renseigné, t'as appris finalement, par exemple, ces différents usages? Alors moi, c'est beaucoup passé par la lecture de livres un peu spécialisés. Alors encore une fois, faites attention à ce que vous trouvez. Vous connaissez les charlatans, etc. Les gens qui essaient de vous vendre des trucs, faites attention. Mais beaucoup de livres d'herboristes, c'est-à-dire pas forcément axés sorcellerie directement, mais les herboristes, les livres sur les cristaux, etc., sur le magnétisme, et aussi beaucoup de livres sur l'histoire de la sorcière d'une façon générale, des choses spécialisées comme les sorcières et la lune, etc., et l'histoire de la sorcière dans notre histoire à nous, c'est-à-dire les chasses aux sorcières, des livres sur encore une fois le féminisme et comment les sorcières s'inscrivent dans l'histoire du féminisme et en sont devenues un symbole maintenant, que évidemment Mona Chollet, Deirdre, etc. Est-ce que c'est aussi une pratique que tu partages des fois avec d'autres personnes? Est-ce que t'en parles autour de toi ou c'est quelque chose vraiment de personnel? Alors, c'est extrêmement personnel, mais après, si on me suit sur Instagram, on sait que je le suis. Mais ce qui est important pour moi de préciser, c'est que c'est personnel dans le sens où je force personne à croire quoi que ce soit et je fais les choses dans mon coin. C'est pas, je pratique pas une religion, etc. Je suis pas une Wiccan, par exemple. Les Wiccans, c'est beaucoup plus ritualisé, beaucoup plus axé religion que dans ma pratique où c'est vraiment une spiritualité qui m'appartient. Et puis, comme je vous dis, je force personne à me suivre dedans, quoi. Et alors après, je côtoie d'autres sorcières, bien sûr, mais qui ont aussi leurs pratiques qui sont différentes des miennes. Donc, il nous arrive bien sûr de discuter, etc. Et on sait que personne n'a tort, personne n'a raison. C'est vraiment un échange cordial comme on a là, toutes les trois aujourd'hui. Donc c'est vraiment comment dire. Je fais ça de façon tout à fait bienveillante et vraiment sans a priori sur qui que ce soit. J'attends. Si on me juge, c'est pas grave, quoi. Donc, j'essaie de faire en sorte de donner un maximum de bien à celui qui m'écoute et à celui qui en a besoin. Et après, lui, il prend ce qu'il veut, quoi. Et justement, tu parlais de magie. Comment ça se manifeste en fait? Enfin, qu'est-ce qu'on peut voir Alors, voir, en soi, on voit rien, c'est ça le souci. Mais ce sont des ressentis, en fait. Hein. Après, encore une fois, ce sont des croyances personnelles, hein, donc ça reste, c'est pas, je suis pas en train de vous donner une vérité, c'est vraiment un ressenti. C'est la magie, c'est à la fois de la chimie, c'est-à-dire quand tu fais ton mélange d'air ou quand tu brûles quelque chose, sentir que ça te fait du bien, etc. Quand tu es en train de créer en pensant à quelqu'un et te dire, lui, il va recevoir le fait que je manifeste des bonnes choses pour lui ou elle, hein, d'ailleurs. Donc ça c'est de la magie. Et ensuite, la magie, c'est aussi toutes ces choses de sentiments que tu vas avoir. Donc ça, là, on rentre vraiment dans des domaines de croyances un petit peu plus particuliers, mais les rêves que je vais faire, je vais les noter aussi, parce que je sais que j'ai tendance à faire beaucoup de rêves prémonitoires. Ça, pour moi, c'est un peu de la magie, déjà. Quand je vais danser, peut-être rentrer dans une forme de transe, ça va appartenir déjà au domaine de la magie pour moi aussi. Donc, en fait, le terme magie, c'est un terme un peu fourre-tout, quelque part, parce que c'est toutes les sensations de ma spiritualité qui vont faire que ma sorcellerie fonctionne à mes yeux. Et donc, ça fait combien de temps que tu pratiques?
Alors, officiellement, ça fait depuis 2018. Alors, vraiment, quand j'ai quitté le foyer familial, j'ai commencé à faire des petites choses dans mon coin parce que ça a toujours été en moi, mais j'ai jamais osé faire ça dans la maison de mes parents parce que déjà le fait que, comme je vous dis, ce soit très personnel, je voulais pas que ça les effraie. Euh, C'était quand même leur maison, même si j'étais dedans, bien sûr, parce que je suis leur fille. Euh, C'était pas quelque chose à partager dans un espace avec d'autres personnes qui étaient pas, comment dire. J'avais vraiment peur de les effrayer, je pense en fait. C'était surtout ça. Et est-ce que maintenant c'est un sujet duquel tu parles avec eux ou pas? Pas tellement en fait, c'est-à-dire que ils savent, bien sûr, parce que bon, quand ils arrivent chez moi, il y a quand même plein de choses qui traînent. Bon, on comprend ce qui se passe. Vite fait, là j'ai tout plein de cristaux à côté de moi avec des cendres de choses que j'ai brûlées hier. Donc, je veux dire, quand on arrive chez moi, on le sait, il y a une odeur et tout. Mais c'est pas un sujet qu'on met sur la table comme ça. C'est bon, de temps en temps ça arrive, mais bon, c'est très anecdotique en fait. Mhm. Et est-ce que tu as déjà eu une pratique ou je sais pas qui t'a fait peur? Je sais que notamment c'est le cas de certaines personnes qui font tourner les verres ou ce genre de choses où ils ont vraiment eu peur à un moment donné. Alors moi, je suis assez frileuse sur le fait de travailler avec les morts, donc j'évite au maximum. Mais c'est vrai que parfois, quand tu fais un travail, notamment pendant les rituels de Shamain, justement, où tu vas allumer ta bougie, etc. Alors, dans les croyances populaires, comme tu le disais, c'est le moment où la limite entre le monde des vivants et le monde des morts s'agrandit, et donc on est en contact plus facilement avec eux. Euh, Il y a des moments où effectivement ça m'arrive de me faire peur, mais c'était surtout au début, parce que maintenant j'ai appris qu'en fait c'est très rarement des présences malveillantes qui viennent te voir. C'est extrêmement rare. Donc et aussi, alors vraiment j'insiste sur ça, j'ai jamais dans ma pratique une pratique malveillante, c'est-à-dire je jette pas de mauvaises attentions pour quelqu'un, jamais, vraiment jamais. Donc je pense que c'est aussi ce qui fait que je suis pas en train de dire que celles qui le font sont des mauvaises sorcières, mais je pense que ça joue sur le fait que ce soit surtout des présences bienveillantes qui soient venues vers moi. Et moi j'ai énormément la présence de ma grand-mère paternelle, ça depuis toute petite, et c'est surtout ça qui m'a poussée vers la sorcellerie quelque part, qui est une présence où je peux pas tellement vous l'expliquer, mais je sais que c'est elle, qui reste avec moi très souvent le soir où je pratique, et parfois même qui reste quelques jours après la pratique. Et ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir, alors ça c'est le truc un peu rigolo ça m'est arrivé il y a une semaine, je pense, d'avoir la sensation qu'il y ait des chats chez moi, alors qu'il y en a pas. Il y a pas d'animaux chez moi, mais de sentir la présence d'un chat. J'ai perdu un chat il y a pas longtemps, donc j'imagine que ça joue peut-être, mais vraiment d'entendre comme s'il y avait un chat chez moi et sentir vraiment une présence, je sais pas comment appeler ça, une présence animale en tout cas. Donc non, j'ai eu des grosses frayeurs au tout début, mais je pense que c'était plus le temps de m'accoutumer qu'autre chose en fait. Pas des frayeurs de type une présence malveillante est arrivée, j'ai eu très peur. Non, tout va bien. Comment t'en es arrivée à devenir sorcière et à t'intéresser à tout ça? En fait, j'ai toujours été intéressée, toujours dans le sens où je saurais même pas dire quand ça a commencé. Quand j'étais petite, forcément, tu regardes beaucoup de dessins animés, beaucoup de films dans lesquels il va y avoir les sorcières, les fées, etc. Et j'étais déjà très attirée par ça, mais comment dire, j'avais conscience que j'avais quelque chose en moi, mais c'était tellement associé à des choses fictionnelles que je le développais pas plus que ça. Puis en fait, en grandissant, je sentais que ça restait, puis je captais souvent la présence de ma grand-mère pas loin ou d'autres présences où pour le coup je savais pas du tout qui c'était. Je me disais quand même il y a quelque chose. Et, vraiment quand j'ai emménagé seule, je me suis dit j'ai vraiment besoin, c'était même pas envie, j'ai vraiment besoin de comprendre ce que j'ai, ce qui se passe. Donc, c'était une recherche sur moi à la base avant de devenir quelque chose qui s'ouvre à l'autre. Et puis, en fait, des fois, je sentais aussi,
alors, je sais pas comment expliquer, raconter ça, mais l'histoire d'avoir les mains chaudes quand on est magnétiseur aussi. Les gens me le disaient beaucoup et puis je sentais que j'arrivais un petit peu à faire bouger des énergies, etc. Donc pareil, j'ai voulu développer ça. Et ça, c'est pareil, tu l'as développé par la lecture ou alors tu es aussi allé voir des magnétiseurs directement pour leur en parler? Alors j'ai pas mal travaillé aussi, je vois un magnétiseur depuis assez longtemps, donc j'en ai parlé avec lui. Et donc je disais oui, effectivement, il y a un petit truc quoi. Donc pour l'instant c'est tout petit parce que t'en as pas conscience et parce que bah tu le pratiques pas en soi. Mais c'est vrai que maintenant, comment dire, pour la bande de copains, il y a un peu les sorcières parmi la bande. Donc ah bah écoute, là j'ai mal au dos, j'ai mal quelque part, donc ah bah t'inquiète pas, j'arrive. Et puis là j'ai commencé en fait mes amis sont devenus un peu les cobayes, vraiment à développer sur eux des choses. Même si encore une fois c'est pas là que j'excelle parce que malheureusement comme magnétisme, je trouve qu'on a plus besoin des gens et que j'ai une pratique assez solitaire encore. C'est peut-être si on refait une interview dans 20 ans, ce sera plus développé, mais pour l'instant c'est encore petit ça. Ça fait que 4 ou 5 ans je pense. On voit que notamment sur les réseaux sociaux et même dans les livres en librairie, il y a quand même beaucoup d'ouvrages en ce moment sur la sorcellerie ou sur différents aspects, que ce soit la médiumnité, la lithothérapie. Qu'est-ce que tu penses de ce retour un peu qu'on a en ce moment sur ces différents sujets? En fait, il y a du bon et du mauvais. Le côté bon, c'est de connaître notre existence, connaître notre histoire aussi, et surtout même pour les non-sorcières, de comprendre aussi pourquoi la sorcière est un peu le premier symbole féministe, parce qu'elles sont un symbole d'oppression, etc. Donc ça, c'est une partie extrêmement positive et importante. Mais on a aussi forcément le côté négatif qui est que bah du coup certaines personnes vont utiliser nos pratiques pour divulguer parfois des fausses informations et parfois des choses dangereuses comme faire brûler certaines plantes alors que ce sont des plantes toxiques, les manger, etc. J'en croise pas mal sur Instagram, l'air de rien. Et en fait ça dénature le propos, je trouve de mon point de vue, de faire un peu la publicité de nous à la base on guérit, on tue pas. Non, vraiment c'est là-dessus on est tous d'accord. Donc mettre en danger une partie du public en divulguant des fausses informations, ça peut être dangereux. Et aussi on a tous les problèmes encore une fois d'appropriation culturelle, des problèmes beaucoup plus politiques où du coup certaines personnes sur Instagram vont piocher à droite à gauche dans toutes les cultures possibles et en faire une espèce de boubi-boulga qui fait que bah voilà, ça les gars c'est la sorcellerie, alors que bon c'est plus complexe que ça, c'est-à-dire il faut faire attention à pas s'approprier les pratiques des autres aussi pour en faire la nôtre. Bon, c'est un peu polémique, certaines choses sont un peu polémiques sur Instagram notamment. Où tu parlais notamment de l'usage de la sauge blanche. Oui voilà, alors la sauge blanche à la base c'est vraiment une pratique qui était réservée aux natifs américains. Et aussi parfois, il me semble, je veux pas dire de bêtises, certains pays d'Asie du Sud-Est. Et ça arrivait en Europe extrêmement tard dans le sens où je crois même que ça s'est, encore une fois, je suis pas sûre de ce que je dis, mais il me semble même que ça s'est vraiment démocratisé avec Instagram. Mais le fait on les voit, ces sorcières typées celtes qui brûlent de la sauge blanche. Tu dis bah non, c'est pas dans nos pratiques à la base, donc s'approprier, surtout s'approprier une culture native américaine, surtout en sachant à quel point c'est un peuple qui a été oppressé et encore aujourd'hui qui a des difficultés à avoir son territoire, se faire entendre, etc. Ça va quand même déjà, au-delà de l'appropriation culturelle, ça va aussi à l'encontre de l'idée de sorcellerie qui est aussi, on est quand même la représentante, on n'a peut-être pas cette prétention, mais on incarne quand même aussi ces femmes qui ont été oppressées, brûlées, martyrisées pendant des siècles. Et puis bah finalement, on va prendre la culture de l'autre qui lui aussi appartient à cette culture oppressée, puis
on va se l'approprier, on va pas réfléchir au symbole qu'il y a derrière, etc. Il y a quelque chose qui, moi, me pose problème, en tout cas, et pose problème à beaucoup d'autres sorcières. Sujet compliqué, très compliqué. La sauge blanche. On a une question un petit peu vaste peut-être, mais c'est quoi être une sorcière aujourd'hui? Alors, être une sorcière aujourd'hui, bah là encore, ça dépend de à qui on pose la question. Euh, pour moi, c'est lié pratique spirituelle et pratique aussi politique quelque part. Être sorcière, je pense qu'on peut plus être sorcière sans faire acte politique aujourd'hui justement. J'insiste beaucoup depuis le début du podcast sur le fait que les sorcières aient été des martyrs pendant des siècles. Il faut vraiment penser aujourd'hui qu'on appartient aussi à une histoire. On n'est pas seulement, on a notre pratique personnelle, d'accord, mais on appartient à des lignées de femmes qui n'ont jamais voulu être malveillantes, etc. Au contraire, c'était des femmes bienveillantes, c'était des sages-femmes, c'était des guérisseuses, c'était les bienfaiseuses du village. Il faut penser aussi la sorcellerie comme un acte politique maintenant. Donc certains diront féministe, écoféministe, écologiste. En tout cas, la sorcellerie aujourd'hui c'est plus seulement de la pratique, c'est quelque chose de beaucoup plus important. On a aux États-Unis un slogan qu'on voit beaucoup dans les manifestations féministes où la sorcellerie est beaucoup plus présente que dans nos manifestations à nous. Beaucoup ont des panneaux We are the granddaughters of the witches you didn't burn. C'est-à-dire, pardon pour mon accent lamentable, c'est-à-dire nous sommes les petites filles et arrière-petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler. C'est un message qui est important politiquement parce que c'est ça qu'il signifie, c'est-à-dire vous avez essayé de nous éradiquer mais on est toujours là et on sera toujours là, j'espère. Parce que la sorcière, c'est aussi la figure d'une femme forte et d'une femme qui finalement vit sa vie comme elle l'entend et pas comme pas dans les critères de la société. C'est ça, et c'est ce qu'on lui a reproché d'ailleurs particulièrement dans les grandes chasses. C'était en général, vous verrez que dans les cultures, dans la culture populaire, on va surtout représenter la sorcière de deux façons. La façon dite Eros, c'est-à-dire vraiment la jeune femme très puissante qui cherche qui a une vie délurée, qui va chercher à rendre les autres comment dire, vraiment le côté érotique presque Lilith, on dirait dans la Bible, de celle qui va rendre les autres du côté du péché, plus dans le droit chemin, c'est-à-dire en fait c'est tout simplement une femme qui voudrait vivre dans les faits sa vie sexuelle comme elle l'entend. Ça dérange. Donc ça, on va vouloir le supprimer. Et de l'autre côté, vous avez la sorcière dite Génos ou Génos, je sais pas comment on prononce, qui est pour le coup la vieille femme qui vit seule loin du monde et qui maintenant on en a fait une figure malveillante, celle des contes de fées finalement, qui mange les enfants, etc. Alors que elle, c'était aussi un archétype qui gênait parce que c'était la veuve, très souvent des veuves ou des vieilles femmes qui sont ce qu'on va appeler pareil méchamment des vieilles filles parce qu'elles n'ont pas voulu des hommes dans leur vie ou elles les ont plus à leur côté. Donc elles dérangent elles aussi puisqu'elles vont devoir faire leur vie toutes seules et sans l'aide de personne. Ça dérangeait déjà aussi. Donc c'est intéressant de voir quand vous regardez des films, quand vous lisez des contes ou quand vous lisez même des fictions écrites aujourd'hui, à quel point on a gardé ces deux personnages et à quel point leur présence reste intacte dans l'inconscient collectif. Heureusement, on est à une époque depuis les années 90 où on voit des sorcières plus positives. Je pense à Hermione, je pense à tout plein d'autres sorcières que vous pouvez trouver dans les contes d'aujourd'hui, dans les livres pour enfants. Des sorcières qui sont bienveillantes et qui représentent beaucoup mieux ce qu'est la sorcière réellement en fait. Et du coup, je pense qu'on va on va commencer à parler un peu de Samhain ou Halloween, qui sont deux noms différents. Mais déjà, pour toi, quelles sont les connotations un peu liées à ces deux noms? Est-ce que toi, tu utilises les deux? Comment ça se passe?
Alors moi, je sépare vraiment les deux. Samhain, c'est vraiment le rituel, en tout cas les rituels liés à la pratique de la sorcellerie. Et Halloween, c'est vraiment, pour le coup, la fête américaine, disons. Je sépare le fait de faire une soirée chez moi, rituel, etc., et faire une soirée déguisée chez une copine. C'est deux façons de fêter les choses, mais pour moi, c'est vraiment deux fêtes différentes. En fait, c'est peut-être une erreur de ma part, mais j'ai vraiment associé dans ma tête Halloween au fait à la Toussaint plutôt, au fait qu'on essaie de nous effacer et que donc, oui, effectivement, grâce aux Irlandais, etc., on a quand même gardé des pratiques qui dataient des Celtes, etc. Mais j'ai vraiment associé ça à la culture américaine, vraiment des films, etc. Alors que Samhain, c'est quand même le terme d'origine et donc le terme de la pratique en sorcellerie. Et pour tout vous dire, même ce week-end, effectivement, je vais faire mon truc dans mon coin. Mais après, je vais aussi enchaîner, avant ou après, je sais pas d'ailleurs, je vais aussi enchaîner avec une fête, soirée déguisée chez les amis. Mais pour moi, c'est vraiment deux fêtes distinctes. C'est-à-dire le nouvel an des sorciers d'un côté et vraiment la fête, surtout qu'en France, ça a pas vraiment de sens en soi de fêter Halloween, ça arrivait très tard, comme tu le dis. Vraiment la fête avec les copains de l'autre côté, quoi. Qu'est-ce que tu fais pour ton rituel de Samhain finalement? Alors, il est pas forcément différent d'habitude. Ce qui va changer, c'est vraiment, pour le coup, moi qui travaille très peu avec les morts, ou en tout cas, je les laisse venir s'ils ont envie. Là, pour le coup, c'est peut-être l'occasion pour moi de me rapprocher un peu plus d'eux. Donc, je vais vraiment laisser les bougies se consumer beaucoup plus longtemps. Je vais faire brûler des mélanges d'herbes un petit peu plus spécifiques aussi à Samhain, donc des feuilles d'automne, par exemple, pour moi, que j'associe vraiment à la mort de la nature jusqu'à son renouveau au printemps. Donc, utiliser aussi dans les rituels, c'est toujours un peu utiliser, éviter au maximum d'acheter dans les supermarchés, mais aussi aller marcher. Alors, moi, j'habite en centre-ville, donc aller au parc. Malheureusement, je peux pas trop faire plus, pas véhiculer en plus, mais aller au parc et ramasser des choses qui vont servir pour ton rituel. J'ai ramassé plein de glands de chêne là pour mes rituels de ce week-end, des pommes de pin, des feuilles mortes, des feuilles qui sont tombées, comme je vous le disais. Et utiliser tout ça, ça crée déjà l'ambiance de Samhain et puis en plus ça permet de créer un contact avec la nature qui m'entoure et aussi avec les êtres qui auraient envie de venir me voir ou en tout cas de juste se reposer chez moi. Donc en fait, Samhain, ça va être un rituel différemment d'habitude où je vais plus travailler avec les vivants. Ça va être l'occasion de travailler avec ceux qui ne sont plus là et qui auraient envie de venir me voir le temps d'une soirée. On va pas discuter, etc. J'attends rien d'eux. C'est vraiment juste venez, juste on se pose. Et si vous avez besoin, reposez-vous ici, quoi. Est-ce que cette période de l'année, du coup, elle est vraiment spéciale pour les sorcières? Enfin, c'est quelque chose qui permet de faire d'amplifier sa pratique, c'est-à-dire. Oui, tu sens. Après, encore une fois, ce sont des croyances, hein, mais personnellement, je me sens plus puissante à cette période de l'année. Même à l'automne, de façon générale, c'est le moment où je me sens la plus puissante, où je sens que les énergies bougent. On va passer vraiment le passage de l'été à l'hiver, donc de la mort de la nature d'une certaine façon. Jusqu'à son renouveau au printemps, on sent que les énergies changent et on sent aussi, vous le sentez peut-être un peu vous aussi, que vraiment ton énergie baisse. Et donc tu vas, dans la sorcellerie, on va essayer de travailler cette énergie-là et on va sentir aussi toutes les énergies des autres, la façon dont elles nous remplissent, etc., à quel point c'est différent. Et c'est grâce à ça que je me sens plus puissante, en fait. C'est en captant tous ces changements autour de moi. Et de la nature aussi, où c'est très flagrant du coup pour tout le monde, les feuilles qui tombent, le vent qui est plus fort, le froid qui s'installe, etc. Je sais pas si vous voulez raconter un souvenir lié soit à Samhain, soit à Halloween, qui est resté un peu ancré pour vous. Et, je sais pas, donc vous vous rappelez à chaque fois de cette période de l'année. J'avais l'habitude de fêter Halloween comme je pense
pas mal de gens, c'est-à-dire sortir avec soit mes sœurs, soit des copines déguisées et aller chercher des bonbons. Il m'est jamais arrivé rien de fou. Enfin, Halloween, à chaque fois, c'était la fête. Enfin, je l'ai toujours fêté dans le sens commercial du terme, on va dire. Donc, je sais pas si c'est très intéressant ce que j'ai à dire. Ouais, bah, ça fait partie aussi du folklore lié à ça, je pense. Donc, Ouais, bah oui. C'est ça. Non, moi après c'est pareil, j'ai pas, en dehors de tout ce que je vous ai déjà raconté, j'ai pas tellement grand chose à ajouter. Mais c'est vrai que c'est marrant de voir maintenant avec le recul, euh, à l'époque où je le fêtais encore vraiment de façon Halloween, on va dire, quand j'étais plus jeune, surtout ado, qu'on sortait avec les copains, etc. Je choisissais toujours ces déguisements de sorcières ou liés à ce style de folklore. Et c'était déjà un moment où je me sentais beaucoup plus moi-même en fait. Donc c'est surtout plus qu'un souvenir, genre une petite nostalgie de cette chose-là où je me disais, mais en fait c'était déjà là quoi. Et c'est drôle de se dire ça. Donc voilà, bah, rien de fou pareil, mais juste je trouve ça mignon. Voilà. bah, ça, ouais, je trouve ce qui est intéressant aussi pour Halloween, c'est le fait de refaire, enfin, revivre un peu tous ces imaginaires et peut-être enfin, par exemple, je sais pas, de voir que oui, on peut côtoyer des sorcières, des fantômes sans que ce soit effrayant, en fait. De rendre ça plus normal. Et je trouve ça intéressant aussi, cet aspect-là, en fait. Oui, complètement. Et en plus, c'est une période de l'année où justement on se sent, quand toi tu es sorcière, je trouve, tu es plus acceptée presque, parce que tu peux sortir avec ton petit chapeau et tout, ça choquera personne, il n'y a pas de souci, il y a personne qui va venir te poser des questions malveillantes ou déplacées, parce que ça fait partie du mood du moment, donc il y a un côté revigorant pour nous aussi à cette période de l'année qui est super à vivre en fait. Comme si ça existait que maintenant, en fait, alors que c'est pas toute l'année, quoi. C'est ça. Après, maintenant, on a la chance d'avoir beaucoup d'écrivaines, d'autrices et d'historiennes qui s'y intéressent beaucoup, ou en tout cas à qui on donne plus la parole, et qui donc viennent à d'autres périodes de l'année pour parler de tout ça. Enfin, je cite tout le temps Mona Chollet parce que c'est un peu c'est le Graal un peu de la lecture sur les sorcières aujourd'hui, mais je pense aussi à Clarissa Pinkola Estés, où c'est pas que les sorcières, mais c'est vraiment la femme de façon générale et oui, sa sorcellerie au final, oui, bon, finalement oui, mais il faut lire Pinkola Estés, c'est génial en tout cas, si vous avez l'occasion, lisez des beaux livres, lisez des belles choses sur les sorcières. Et là, la prochaine fête, finalement, qu'il y a après Halloween, c'est quand? Bah, je crois qu'on a rien. Bah oui, en fait, la prochaine c'est Yule. Donc les chrétiens nous ont gentiment virés pour l'appeler ça Noël, mais finalement c'est Yule, donc le solstice d'hiver. Là, ça va être une autre ambiance, vraiment beaucoup plus festive, beaucoup plus douce, on va dire. Et c'est vraiment, comment dire, c'est comme les chrétiens Noël, mais sur 3 jours où vraiment on a, bah, en fait, tout le folklore de Noël, on nous l'a un peu piqué, hein, finalement, c'est-à-dire avec le hou, les décorations sur le sapin, etc. Et là, ça va être une fête où vraiment on se réunit et vraiment on célèbre plutôt après Samhain, on a célébré les morts, là on va célébrer la vie ensemble, etc. C'est la nuit la plus longue de l'année et là on va profiter pour être ensemble et on va commencer à préparer l'année qui va arriver. Donc il n'y a pas de fête typiquement pour en fait le nouvel an chez nous c'est plutôt Samhain, donc il n'y a pas de fête pour le calendrier que nous on utilise. Donc Yule c'est aussi l'occasion de commencer à manifester les choses pour l'année à venir pour nous aussi. Que Donc vraiment finalement, à chaque fois, c'est vraiment calqué sur le rythme de la nature, quoi. Toutes les fêtes sont vraiment en lien avec ça. complètement, complètement. Au-delà des fêtes, des rituels comme Yule, Samhain, etc., qui s'inscrivent dans le cycle des saisons et des étoiles, on a aussi des fêtes liées aux lunes. Par exemple, les rituels de pleine lune, de nouvelle lune,
qui sont d'autres types de rituels où là, alors là, c'est vraiment des pratiques personnelles, en tout cas de mon côté, où je manifestais des choses pour moi et au moment de me souhaiter de la chance, de l'amour ou des choses comme ça, de danser pour moi, etc. C'est plutôt dans le calendrier lunaire que ça va se passer, ces choses-là. Après, l'année dernière, on a eu la petite exception d'avoir la pleine lune le soir de Samhain. Ça, c'était assez chouette. T'as encore une fois une sensation d'être encore plus fort, d'être. Je vis beaucoup au rythme de la lune, c'est-à-dire typiquement le cliché de celle qui fait les insomnies les soirs de pleine lune, qui est super énergique. C'est des moments où je me couche à 3-4 heures, tu vois, vraiment même quand je travaille, parce que je me sens en pleine puissance, donc je vais écrire 5 pages d'un coup, calligraphier, aller en gothique, allez-y, c'est parti, tu vois. Vraiment, je vais être là-dedans et donc que les deux tombent ensemble, vraiment, t'as plein de possibilités qui s'ouvrent. Où justement, j'ai eu la sensation l'année dernière qu'on était beaucoup plus connectés avec l'autre monde peut-être, où le surnaturel prenait une place vraiment toute particulière parce qu'il y avait toi qui te sens en pleine puissance avec la pleine lune et en plus ce rapport d'énergie de l'équinoxe qui faisait que tout fonctionnait finalement tout était parfaitement aligné en fait pour te sentir bien et puissante. Et pour quelqu'un qui serait justement intéressé par la sorcellerie mais qui aurait pas encore beaucoup d'infos, qu'est-ce que tu conseillerais en fait pour commencer? On a plein de beaux livres. Hein. Là, tu vois, j'ai tout prévu, j'ai la maison de sèche en dessous. Je conseille toujours celui-ci parce qu'en fait, il est très chouette et c'est pas du tout un livre qui fait peur. Il est tout joli. C'est Witch Please de Jack Parker, qui est super. Il est très bien, je l'ai lu aussi. Je conseille. Oui, il est super. Tu vois, où t'as vraiment tous les rituels, les correspondances, etc. Donc je trouve que c'est vraiment le meilleur livre pour se lancer dedans. Après, ça va être des choses un peu plus spécialisées. De toute façon, comme je disais, n'importe quel livre d'herboriste bien fait est un bon début vers la sorcellerie. Et après, je conseille vraiment Manifeste des sages-femmes, infirmières et guérisseuses. Sorcières, sages-femmes, infirmières et guérisseuses d'Ardre, qui est un manifeste en fait, qui a été le premier dans les années 70, qui a été le premier à parler vraiment de pourquoi est-ce qu'on a écarté les femmes de la médecine. Et donc il est très 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 important de le lire, je trouve, quand on s'intéresse à la sorcellerie, parce qu'il explique vraiment en quoi, à quel point on n'est pas du tout malveillante ni quoi que ce soit, et justement comprendre comment nous sorcières d'aujourd'hui, on s'intègre dans cette histoire de la violence faite aux femmes. Donc très important comme ouvrage. Après, j'ai quelque chose d'un peu plus particulier parce que j'en ai pas parlé parce que je débute, mais je commençais le tarot il y a pas longtemps. Pas longtemps dans le sens 1 mois, hein, on est là-dessus. Je conseille vraiment La Voix du tarot de Jodorowsky pour ceux qui veulent s'y mettre, parce que c'est un ouvrage qui est extraordinaire, où au-delà du tarot, on va parler de philosophie, etc. Je trouve ça super. Et bien sûr, le classique Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Tout le monde va vous parler de toute façon. Je sais pas si t'as d'autres questions, vous. Oui, il y avait tout le rapport que toi tu as Halloween. Enfin, qu'est-ce que tu penses de cette fête? Est-ce que c'est devenu trop commercial? Est-ce que ça décrédibilise les pratiques de la sorcellerie? En fait, j'arrête depuis longtemps de penser qu'on nous décrédibilise, parce que je pense que ça a toujours je pense qu'on nous a réellement décrédibilisé pendant les grandes chasses, etc. En fait, maintenant, on est tellement c'est tellement niche les pratiques que ça nous décrédibilise pas vraiment, quoi. C'est surtout qu'on n'existe quasiment plus d'une certaine façon. Donc non, j'en pense rien de mal de Halloween en soi. C'est pas pour moi, il y a une connotation négative, bien sûr, justement à cause du remplacement de Samhain par des fêtes américaine commerciale, effectivement, mais je veux dire, j'ai toujours fêté Halloween avant de fêter Samhain.
Et comme je vous le dis, ce week-end, de toute façon, je fêtais les deux. Donc, non, j'en pense rien de mal, dans tous les cas. Je vais avoir tendance à penser plus de mal, entre grands guillemets, bien sûr, je veux froisser personne, d'autres fêtes où, par exemple, je disais, Yule a été remplacé par Noël, c'est un peu plus violent, on va dire, là où on sent qu'il y a vraiment il y a eu vraiment une période, une envie profonde de nous effacer complètement de l'histoire, en disant non, Yule c'est c'est pour les païens, c'est pour les pêcheurs, c'est pas nous, faut que vous disparaissiez, nous on va fêter Noël. Maintenant vous célébrez le Christ et personne d'autre, quoi. Donc j'ai rien contre ceux qui pratiquent Noël, hein. Attention, je parle des gens qui ont décidé de brûler des gens en disant non, toi c'est le Christ ou rien. Donc j'ai rien contre le fait, ni contre les gens qui fêtent Halloween, puisque pour moi c'est pas, c'est une des fêtes les moins mal connotées, je pense, dans nos rituels. L'autre fois je lisais que pendant la première grande chasse, par exemple, c'était juste à Toulouse 600 femmes brûlées. Soit 2 femmes par jour. Tu te dis, la violence du geste, la puissance de l'oppresseur sur ces femmes de l'époque, tu te dis, mais c'est de la folie furieuse. C'est une gravité monstrueuse. Je trouve ça presque dommage que peut-être à l'école ou dans les collèges lycées, on parle peut-être pas plus de la place, d'à quel point l'Inquisition a été violente. Je trouve qu'à l'école, on se rend pas compte de la violence des faits et de qui étaient réellement les gens qui ont été brûlés. Je pense que ça serait intéressant de peut-être d'éduquer plus les enfants, les jeunes et même les adultes, hein, d'ailleurs, sur cette histoire de l'oppression de la femme à travers les siècles. Du coup, merci beaucoup d'avoir accepté de discuter un peu avec nous. Et merci en tout cas d'avoir pris ce temps, franchement, c'est super cool. Merci à vous, ça fait super plaisir de rencontrer des personnes qui s'y intéressent autant, en tout cas. Donc continuez comme ça, c'est super. Merci en tout cas de nous avoir écoutés pour ce 6e podcast. On espère que ça vous aura plu et que le changement de format aussi vous aura intéressé. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, TikTok et Instagram. Et à très vite pour de nouveaux conseils tisane et bière, en tout cas, puisque c'est visiblement ce qu'il faut boire en cette saison. Oui, moi j'ai un peu la nostalgie de quand je pouvais aller enfant taxer des bonbons à mes voisins. Alors que maintenant, si j'y vais, tu prends une petite nièce, une petite cousine, c'est bon. Tu accompagnes. Il n'y a pas d'âge. Après, mon père, il a trouvé aussi l'astuce. En fait, tous les ans, il dit « Ah, je vais acheter des bonbons au cas où les enfants passent. Ouais. » En ce moment, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a vraiment un groupe qui passe et après, il bouffe les bonbons. Je trouve que c'est vraiment assez magnifique comme façon de faire. On fait tous ça, en vrai. Surtout toujours le au cas où. C'est ça. Au cas où, on a acheté des bonbons et du chocolat, quoi. C'est bon.